Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. C'est un nouveau numéro de Green White Checkered, le 29e pour être très précis. C'est votre talk audio et vidéo préféré en matière de sport auto, n'est-ce pas? Laurent-Frédéric Gollet, Maxime Potard qui est avec nous. Salut Maxime. Salut Laurent Frédéric, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité comme chaque 2 semaines. On ne s'est pas vu la semaine dernière parce que l'actualité était un petit peu faible, mais cette semaine on a un beau programme à LFB. Oh oui, tu sais qu'il y a des numéros, tu sens que ils vont être un peu plus fournis que les autres. Ça, bon, c'est l'actu qui veut ça, mais Bien tu sûr. sens qu'il va y avoir plein de choses à dire et que ça va être un bon numéro. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons ce feeling, hein, on est Eh d'accord. oui. Bon, bon, très bien. Alors, pourquoi F1, Grand Prix d'Émilie-Romagne, IndyCar, Grand Prix de Barber, Supercars, Simmons Plains, GT Challenge Monza, GT World Challenge, retour sur l'extrémie, histoire de montrer qu'on a tout regardé, ce qui est vrai. Euh, non, là, je crois vraiment qu'on sera à peu près complet, hein, Bah ça sera écoute, pas mal. moi je vais parler un petit peu de Formula I également Ah aussi. bah oui, Parce j'oubliais. que Bah voilà, oui, tu vois, en plus j'oubliais. Bon, voilà, c'est dire, c'est encore plus fort. Bon, bah, très bien. Alors, juste le temps pour moi de te dire qu'on est toujours sur nos chaînes YouTube respectives. L'Afterlap, Maxou le pilote, qui en est à 200 000 au moins abonnés. Non, un petit peu moins quand même. Bon, ah ça bon. vaguement, à 150 000 près t'es bon, mais c'est ça. Bon, c'est bien. On est toujours présent sur Motor Racing TV, Oui. sur les téléconnectés Samsung, sur Pluto TV également via donc toujours Motor Racing TV, sur les mobiles Huawei. Tu vois, ça se développe tout ça, c'est pas mal, hein. Ah, si c'est la première fois que vous nous regardez, allez checker peut-être les anciens épisodes qui sont disponibles parce que, eh bien, on développe un peu l'actualité. Si vous voulez voir un peu nos personnalités, l'expérience journalistique d'LFB, la modernité, la jeunesse et le futur que j'incarne, ça aussi c'est à peu près bon. En tout cas, l'explication et les débats que l'on a toutes les 2 semaines ensemble, vous les partagez de plus en plus. Et c'est très agréable de voir vos réactions, que ce soit sur nos comptes Twitter, sur nos chaînes YouTube et sur les différentes plateformes. Donc merci pour votre fidélité et bienvenue si vous nous découvrez. Voilà. Et ben, je te propose, sans plus tarder, de rentrer dans le vif du sujet. Et comme à chaque fois, on sait que on se fait notre petit sommaire, on est bien d'accord, Bien mais sûr. on ne sait pas ce qu'on va se dire. Ça se trouve, on va pas être d'accord du tout sur, par exemple, Bottas et Russell. Je dis ça Ah, comme ça. Là, c'est vraiment la spontanéité du direct. On va voir ça. En tout cas, mon cher Maxime, on abaisse le drapeau vert et c'est donc parti. Allez, direction l'Émilie-Romagne. De mon temps, on disait San-Marin ou eh oui, Saint-Marin, hein, eh parce oui, que oui. c'était là, Imola, c'était le Grand Prix de Saint-Marin. Maintenant, on est bien en Italie et on retrouve bien cette piste que j'ai envie de qualifier à l'ancienne, en fait. Mhm. Et je suis persuadé, je l'ai dit dans mon épisode de la Lab de cette semaine, je suis persuadé que ça contribue à effectivement nous offrir des Grands Prix pas comme les autres. La piste, la largeur de la piste, les dégagements de la piste, et tu rajoutes une averse et des conditions météo juste avant le départ, bah là, c'est vrai qu'on avait tous les ingrédients pour avoir un Grand Prix un peu palpitant, en tout cas, qui nous a tenus en haleine et qui était vraiment, vraiment sympa. Enfin, moi, je trouve. Hein, tu as vibré un petit peu comme moi, non? Ah, évidemment, moi j'ai eu le bonheur de suivre la course bien installée dans mon salon et je peux te dire que ça a bien donné au niveau des watts parce que j'étais à fond dedans. Et c'est vrai que ces derniers temps, on sait que lorsqu'une course a des conditions un peu particulières, on l'a vu l'année passée au Mugello, etc., on va vivre un festival et c'est assez nouveau en fait en Formule 1. C'est vrai qu'on peut prendre un peu de recul sur ces 2, 3 dernières années, mais c'est vrai que maintenant avec ces nouvelles voitures plus larges depuis quelques années, on a des conditions différentes, des valeurs aussi qui rentrent en jeu, là, comme tu disais, la largeur de la piste, les dégagements, la jeunesse aussi, parce qu'il y a beaucoup de rookies, de nouveaux pilotes ces derniers temps qui font leurs armes, avec plus ou moins de réussite, même si on a un nom réputé, on peut s'appeler Mick Schumacher et partir en tête à queue sous safety car, c'est ce qui s'est passé pour lui au départ de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Enfin, Grand Prix Made in Italy en Émilie-Romagne, parce qu'on aime bien Oui. rallonger les noms, hein, en ce moment. C'est compliqué, Émilie-Romagne. mais Grand Prix d'Émilie-Romagne, on est à deux doigts de dire Imola tous les deux, parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est un tracé à l'ancienne. Moi, j'ai beaucoup apprécié la course. On a eu de grosses frayeurs, on a eu de grosses émotions aussi. On va y revenir dans le film qu'on va développer tout au long de ces 10-15 prochaines minutes. Mais je partage ton avis sur le fait qu'on a besoin de ce genre de circuit, qu'on a besoin de ces bacs à gravier qui délimitent clairement la piste. Si tu te loupes ces deux roues dans le gravier, tu perds du temps au mieux, au pire c'est le mur. Mais vraiment, on a besoin de ce genre de tracé et de revenir un petit peu aux fondamentaux. C'est la preuve que les pilotes savent s'adapter et ceux qui ne savent pas, eh bien, sont pénalisés. Et ça, c'est très bien pour leur apprentissage et pour nos yeux et pour le spectacle. Voilà, faut en profiter parce que dans deux grands prix, on va mettre Portimao à part qui devrait être Oui, sympa, enfin j'espère.
faire. Mais comme dans 2 grands prix, c'est l'Espagne à Barcelone où il se passe jamais rien et où c'est la sieste assurée, bon allez, il faut cocher les bonnes cases et Imola en faisait partie. Bon, Tout à fait. moi je te cache pas, puisqu'on est là, on se dit tout. Bon, j'ai regardé le Grand Prix moto, tout Oui, dire, Fabio à Portimao. Quartararo, Voilà, notamment. donc c'est vrai que cette année, côté français, mais bon, évidemment, on regardait avant, mais là encore plus. Et donc on est arrivé à Imola juste avant le départ, et c'est là que j'ai découvert les conditions météo. Bon, Mhm. comme tout le monde, enfin comme beaucoup, je pense. Moi, je te le dis tout de suite, et c'est vraiment pas pour me vanter, parce que c'est pas le but du jeu, mais dès que j'ai vu ces conditions aussi, c'est bon pour Verstappen. Écoute, Eh oui. maintenant, c'est vrai, les conditions humides, pluie, avec, on voit bien, il était pas content après la qualif, etc. Mhm. Tout était en place pour que Verstappen, effectivement, s'impose comme le patron de ce Grand Prix. Est-ce que toi, tu l'avais un peu senti aussi? Mais peut-être pas initialement parce que j'ai toujours eu la crainte que Mercedes soit au-dessus malgré tout, mais dans ces conditions-là, les conditions incertaines, Verstappen est au-dessus. Alors il est parti un peu à la faute sous safety car, mais qui ne l'a pas fait, j'ai envie de te dire, quasiment ce week-end. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on voit ces conditions incertaines, changeantes, on savait qu'il y avait 2 secteurs secs et que le troisième était détrempé. Pendant la mise en grille, certains sont même partis au large pour pas dire à la faute. On sait que Max, c'est ce qu'il aime. On sait que c'est là où il va être le meilleur et où il peut avoir le dessus un petit peu, alors ça va fâcher certains puristes, mais un peu à l'image d'Ayrton Senna qui, dès qu'il y avait 3 gouttes sur le circuit, était un peu au-dessus de ses adversaires. C'est vrai que Verstappen, aujourd'hui, c'est le garçon de la pluie. En Belgique, en Flandre, en Hollande, aux Pays-Bas, on aime bien ces conditions-là. C'est un peu la Bretagne du Nord pour vous, les amis français. Mais c'est vrai, voilà, Verstappen et la pluie, on sait que c'est un combo qui est souvent gagnant, souvent solide. Et même si pendant le Grand Prix, la piste a séché, il a su se construire une avance et une confiance. Et Verstappen a besoin de ça. C'est-à-dire qu'encore maintenant, si au départ ça ne se passe pas bien, la spirale négative est enclenchée. Et là, il a maîtrisé la course, que ce soit lors de la safety car, des sorties, des arrêts au stand, tout s'est très bien passé. On sait que Red Bull est une des meilleures, si ce n'est la meilleure au stand. Et il a déroulé, comme Hamilton finalement, un Grand Prix en gérant l'avance, en gérant carburant, pneus, la sécheresse. On l'a vu beaucoup. Moi, j'étais sur l'appli F1 TV, tu sais, avec la caméra embarquée sur le leader, donc sur Verstappen, je fais souvent ça depuis Ah la ouais. fin de l'année dernière, et on a les teams radio un peu en avance par rapport à la télévision, et c'est vrai que il y a eu beaucoup de communication avec son ingénieur et on parlait constamment, bien sûr, de la météo, mais pas que de ça. C'est-à-dire qu'il disait qu'est-ce que toi tu penses. C'est-à-dire que Verstappen ne veut pas être seul maître de son Grand Prix. Il dit bon, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça sèche? Moi, je trouve que ce virage-là, ça va. Il a énormément communiqué. Là où certains pilotes, parfois, quand on leur donne une info, disent ouais, tais-toi, je sais ce que je fais, etc. Donc, ça, c'est nouveau aussi pour Verstappen. C'est vrai qu'il y a 2 ans encore, c'était un petit peu ouais, c'est bon, je suis le nouveau kid, je vais détruire tout le monde, j'ai pas besoin de vous communiquer. Et là, on sent que la maturité et l'expérience font qu'il s'allie un peu plus à l'équipe, il a la confiance de l'équipe et le combo est en train de devenir très intéressant et ça joue aussi dans le fait que Red Bull est aujourd'hui au niveau, non pas de Mercedes parce qu'on va parler de Bottas, mais au niveau d'Hamilton et que le combo Mercedes-Hamilton face au combo Red Bull-Verstappen peut être explosif pour la suite de la saison, vraiment. Ah, c'est vrai que là, tout est en place et dès le deuxième Grand Prix, ben, on a ce qu'on espérait quelque part et ce qu'on avait bien noté, une victoire chacun, les deux en tête du championnat à un point près, mais ayant déjà creusé un petit écart avec la concurrence. Non, tout est vraiment en place pour ce duel au sommet et cette bataille fantastique entre 2 grands champions et on va dire la référence absolue et son successeur. Mhm. Et puis, on va dire entre les 2 équipes aussi, 2 équipes différentes. Non, non, là, je crois que vraiment, ce début de saison 2021 est formidable à ce niveau-là. Verstappen, moi, je crois qu'il n'a pas craqué, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il a eu sa petite frayeur du Oui. restart, où là, il se plantouille. Voilà, on va dire ça comme ça. Hamilton Il se s'est fait une grosse plantouille. frayeur en course aussi, il s'est Oui, plantouillé un peu plus fort quand oui, même, hein. voilà. Alors Hamilton, si j'enchaîne, parce qu'à la rigueur, Verstappen, faut être honnête, il a été le patron de la course. Il a fait le petit coup de je t'emmène un peu à l'extérieur dès le premier virage à Hamilton. Mais C'est de bonne guerre. voilà, on est bien d'accord. On a tellement vu Hamilton le faire sur Rosberg notamment que là, je crois qu'on ne peut rien dire et que ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, Hamilton l'a Il a vraiment plutôt bien bien pris, fait. oui, parce que ça a été Oui, accepté dans voilà. les 2 sens. Il y a quelques années, on Oui, aurait pu se prendre 5 secondes de pénalité pour Verstappen. Et je oui, pense oui. que la FIA a C'est aussi ça. appris que si on met des limites de piste et si on les laisse se battre, on a de beaux duels. Et il y a de très belles photos. Quand on voit Hamilton qui décolle, qui perd un petit bout d'aileron, on a un peu paniqué au départ. On s'est dit, oula, Verstappen, maintenant, il peut lui dire je suis le patron, je m'écarte. Et on Ouais. sait qu'Hamilton a déjà dit en interview aussi que parfois, quand il est face à Verstappen, il n'est pas aussi franc qu'avec d'autres pilotes parce que on sait que Max, quand il y a un trou, il y va et parfois il y va trop fort. Et là, Hamilton a su résister. C'était très très beau comme duel à la chicane, effectivement. Ouais, ouais, non, non, mais la relation, ça me fait penser. Alors,
Je vais tirer une analogie qui va te surprendre, mais tu sais que je suis passionné par ce sport, c'est le golf. Mhm. Euh, Quand Tiger Woods régnait au sommet du golf mondial, c'était vraiment le Hamilton du golf. Il était un petit peu au-dessus de tout le monde et c'était vraiment la superstar, etc. Et puis un jour, Rory McIlroy est arrivé. Alors je te dis pas que Rory McIlroy, que tu connais quand même au moins de De nom, est nom, oui. devenu la superstar, mais instantanément dans le discours et dans l'attitude de Tiger Woods, c'était pas pareil. Il y avait l'acceptation que attention, peut-être mon successeur ou un cador est arrivé, je peux pas le traiter comme les autres. Bon, ben, Hamilton face à Verstappen, c'est pareil. Il peut pas ne pas faire pratiquement montrer qu'il le considère bien parce que c'est le cas comme son égal. Bon, tout ça pour dire quand Verstappen dit oui, le grip était pas évident, j'ai emmené un petit peu Lewis à l'extérieur. Oui, bon, il n'y avait pas que le grip, hein, il y avait aussi la volonté de mettre vraiment Lewis à Voilà. l'extérieur. Mais ça fait Joue-moi-en de partie la du jeu. trompette, merci Max, Ça. on a compris. Non, non, c'était très clair. Par contre, pour reprendre un petit peu ce que tu dis au niveau de la passation, on a vraiment l'impression que cette saison est une transition aussi et que Hamilton se permet aujourd'hui d'être à l'opposé de ce qu'il était quand il est arrivé. C'est-à-dire que quand il est arrivé en 2007, c'était le gamin, le nouveau, prometteur, un peu comme Verstappen, et il avait cette image où il était face à des patrons, Alonso, Schumacher, qui étaient là depuis des années, qui faisaient le sport, et aujourd'hui Hamilton, il a un peu cela avec aussi les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand Russell fait une erreur, quand certains pilotes disent voilà, j'ai fait une bêtise ou c'est ma faute, etc., il réagit en disant c'est pas grave, ça arrive, on apprend tous, tu seras là la prochaine fois. Et il le fait avec pas mal de jeunes pilotes qui, sur les réseaux, disent parfois bon, j'ai commis une erreur, comme Russell qui a dit bon, je suis en partie responsable avec Bottas. Il a avoué dans Ouais. l'accident qui. On va, Voilà, on va y revenir. il Ouais. a dit ce qu'il pensait et Hamilton a répondu bah, c'est bien, écoute, vois la prochaine course, etc. Donc il a un peu ce côté voilà, je suis aujourd'hui la référence du sport, je l'accepte et ben, j'en prends conséquence au-delà de mes combats personnels pour mes idées politiques, personnelles, etc. Dans le sport, il répond à ses collègues en piste et en dehors et je trouve que c'est une certaine responsabilité et il le fait avec plutôt Ouais. pas mal de précision, donc c'est agréable aussi de voir qu'il s'implique là-dessus aussi. Ouais, Voilà. ouais. Non, moi, ce que j'ai bien aimé avec Hamilton, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais grand-chose à lui reprocher, même si on peut préférer quand il est battu, c'est sa sortie. Bon, bah, c'est une vraie erreur. Oui, Et il fait une double erreur. Bah, d'abord, il fait l'erreur de se mettre sur une mauvaise trajectoire et de sortir. Ensuite, il fait l'erreur de venir taper le muret. Il ça oui, se j'ai pas plante. compris. Ouais, non, il a voulu, je pense, braquer. Il a cru que ça passait et ça passe pas. Bon. Mais après, tout l'épisode de la marche arrière, là, Non, il donne quand même une leçon à tout le monde, hein. Il donne une leçon de patience et de gestion du temps. D'accord, le temps, il passe, c'est horrible. On voit bien que ça fait 30 secondes qu'il a toujours pas réussi à mettre la marche arrière. Mais même s'il va être aidé ensuite par les circonstances, il montre qu'à un moment donné, il faut pas paniquer en quelque sorte, exact. hein. Il faut y aller méthodiquement, ça va le faire, on va s'en sortir. Et le fait qu'ensuite il enchaîne par une manœuvre de marche arrière qui est plutôt vraiment bienvenue, intelligente et qui le remet effectivement certainement dans le droit chemin. Euh, bon, bah après les circonstances l'aident. Après, effectivement, il a une Mercedes et il n'a pas une Aston Martin pour remonter dans le peloton. Mais il a montré une sorte de maîtrise des événements qui est vraiment à son image, hein, je Mais trouve. c'est un petit peu ce qui s'est passé au Grand Prix d'Allemagne il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il commet une erreur, il dit bon, c'est fait, maintenant je réagis. Combien de pilotes auraient tenté de marcher arrière et se seraient plantés dans le gravier parce qu'ils auraient patiné, parce qu'ils auraient accéléré en voulant juste pas perdre plus de temps. Lui il s'est dit c'est fait, enfin je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, on ne le saura jamais, mais en tout cas comme tu dis de l'extérieur, la maîtrise qu'il montre c'est ok j'ai commis une erreur, c'est pas grave, je peux me rattraper. Le fait qu'il ait tapé, je pense peut-être que simplement il pensait comme tu dis que ça allait passer peut-être en accélérant pour essayer de pas perdre un maximum de temps, mais une fois que ça s'était accepté pour lui, bah, il s'est dit ok, qu'est-ce que je dois faire pour continuer et surtout ne pas abandonner, pour pas faire un 25 ou 26-0 par rapport à Verstappen, ce qui aurait été une catastrophe pour lui. Ce qu'on a été nombreux à croire justement, c'est que c'était fini pour Hamilton, que s'il reculait, la roue arrière gauche se tasse dans le gravier, c'est fini. Non, lui il recule, il prend son élan et lui il ne se plante pas parce que nombreux se seraient tankés, mais lui il a la chance du champion. Il fait cette marche arrière qui est parfaitement légale. J'ai vu sur les réseaux qu'on s'est un peu enflammé en disant il n'a pas le droit de faire une marche arrière. Moi j'estime que si, le règlement Oui. aussi, il n'y a rien de litigieux à ce niveau-là. Il revient en piste par ses propres moyens, d'autant plus qu'il est dans une position dangereuse parce qu'à la Tose, c'est compliqué de s'écarter avec le bac à gravier. La petite échappatoire n'est pas assez large non plus, donc il aurait pu essayer de continuer, mais ça aurait été risqué. Donc il a très bien géré la situation, il est rentré. On a eu le temps de se préparer aussi chez Mercedes parce que la safety car est arrivée au bon moment. Il faut dire aussi qu'il y a une chance malgré Voilà. tout.
De là à dire que c'était provoqué, pas du tout. On se comprend bien hein, par rapport à la VSC l'année passée et l'accident de notre cher Esteban Ocon. Il ne faut pas s'en tracasser. Il y a vraiment aucun litige, aucune question à ce niveau-là. Hamilton a commis une erreur, il l'a corrigée d'une bien belle manière parce que la remontée, comme tu dis, avec la Mercedes, elle était exceptionnelle à voir. Moi, je me dis, mais jusqu'où il va monter? Étant un petit peu proche de McLaren et passionné de l'équipe, je me suis dit, si Lando Norris et Verstappen font 1 et 2, ça pourrait être formidable. J'ai pensé aussi au Ferrari qui aurait pu faire un podium à la maison. C'est vrai que Sainz et Leclerc étaient particulièrement dans le coup. Malgré tout, c'est Hamilton, c'est une Mercedes et ça reste aujourd'hui le meilleur combo dans le peloton, il n'y a rien à faire contre ça. Tout à fait. Je te poserai une question dans quelques instants sur Norris qui m'a épaté Oui. et toi aussi, je n'en doute pas. Non, revenons sur la grande affaire quand même de ce Grand Prix avec une analyse à chaud. Donc l'accident Russell-Bottas, assez effrayant Ah dans oui, un oui, premier oui. temps. Effectivement. Et puis bon, qui se double de réactions épidermiques de nos deux amis, qui se triple ce matin au moment où on se parle, Maxime, Oui. par effectivement une déclaration. Je te mets tout de suite à l'aise. Moi, je considère une déclaration de lavette Oui. de George Russell qui s'aplatit complètement, qui a bien compris que Toto Wolff avait pris le parti de Bottas et qu'effectivement, je pense, il se dit bon là, je vais la faire diplomatie parce Je que veux un volant l'année prochaine, je vais pas la ramener. voilà. Mais bon, le Russell, il s'aplatit complètement. Oui. Je dis ça un peu de manière évidemment moqueuse, mais c'est un peu l'impression que ça nous donne. Là, effectivement, il s'est dit bon, quel est mon intérêt? Mon intérêt, c'est que je me fâche pas trop finalement. Donc, je prends tout sur moi. Oui, je suis un méchant. J'ai trop réagi. Bon, ça m'a fait marrer. Ce qui me fait penser d'ailleurs que voilà, c'est pas Jameson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, ah non, Voilà. c'est pas du tout la mentalité. Après, aujourd'hui, le système mis en place, pour te répondre par rapport à la filière chez Mercedes, on en a vu se faire dégager pour beaucoup moins que ça. Je pense que par exemple, Esteban Ocon n'avait rien fait pour mériter d'être abandonné par la filière Mercedes, ou Stoffel Van Dorn et peut-être même d'autres. Mais là, tu sens le poids de Mercedes sur l'équipe Williams, tout ce que ça représente, et que Russell, il a juste le droit de se taire. Et puis c'est tout. La réaction à chaud des deux pilotes, elle est compréhensible. Moi, je pensais qu'en fait, Russell venait prendre des nouvelles de Bottas. Moi, je me suis dit, j'ai fait une erreur, j'arrive, je suis désolé, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu t'es pas blessé? Bon, la gestuelle des deux gars était assez claire, un coup sur la visière et un doigt levé, et c'était pas celui-là pour Bottas. Et alors, le moment le plus drôle du Grand Prix a lieu à ce moment-là, et c'est un moment... très The Office, je ne sais pas si tu connais la série, mais ce genre de série un peu humoristique où tu vois les deux qui se disputent, qui se chamaillent avec des doigts et le reste, et à un moment donné la caméra dézoome et tu vois Alonso qui est à l'envers dans la chicane de Tamburello, qui s'est complètement loupé et qui repart genre pendant ce temps-là moi je fais mon tête à queue mais je veux pas qu'on me voit quoi. Genre j'ai fait mon erreur mais discretos, non pas du tout, il y a un gros dézoom et tu vois l'Alpine en tête à queue. C'était particulièrement drôle parce que le caméraman s'est dit plutôt que de zoomer sur l'action, je veux vraiment montrer Alonso qui se plante. C'est une des seules erreurs d'ailleurs qu'il ait faite du Grand Prix, mais c'était assez cocasse comme situation. Non, par contre, comme tu le dis, on a eu une énorme frayeur. Sur le moment, le premier plan qu'on a, c'est les deux voitures détruites dans le gravier, quoi. Et on voit, la première image que j'ai, c'est le halo de Bottas, qui est... Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, le premier réflexe quand il y a un accident, c'est que je regarde le halo, voir si risque il y a ou quoi. Je sais pas, c'est devenu un réflexe ces derniers mois. Et je vois la Mercedes dans un état lamentable, complètement détruit. Je me dis, ah oui, là, il y a peut-être quelques pouces de cassé dans les deux cockpits parce que ça a dû taper vachement fort. On voit que les deux se lèvent et que ça a l'air de bouger, donc on est vite rassuré. Puis quand on revoit les images, qui a commis l'erreur? Est-ce que Bottas a posé ses parties sur la table en disant moi tu ne passeras pas à l'extérieur et je roule avec ma Mercedes? Par contre Bottas était particulièrement lent, là où Russell a eu un très bon run à la sortie du double gauche et dans la ligne droite des stands et avec le DRS. Mais quel était l'intérêt de Russell de se dédoubler à ce moment-là devant Bottas? Je trouve que il y a il y a 50-50 pour moi. Vraiment, je vais te donner mon avis. Attends. Pour moi, Bottas décale à droite. Bottas décale à droite parce que Russell ne doit pas venir se mettre à sa hauteur. Pour lui, il a gagné le duel parce qu'il est en Mercedes. Tu vois, je pense qu'il va pas se laisser menacer par une Williams. De l'autre côté, Russell, il est tellement sur un bon run qu'il se dit je vais essayer de dépasser. Et il fait une erreur de jeunesse. Et c'est pas sa première. L'année passée, il a fini dans le mur sous safety car à Imola. Et donc, il touche avec la roue arrière l'herbe ou la bande blanche, mais c'est humide. Donc là, il y a une erreur de jugement de la part de Russell, une erreur d'ego de Bottas, mais l'erreur, elle est fondamentalement peut-être à Russell qui doit juste pas y aller en fait.
Ouais, ouais. Je trouve que pour moi, c'est Russell le responsable et que Bottas se dit j'ai la meilleure voiture, je suis au-dessus au classement et que c'est un peu comme Ocon au Brésil avec Verstappen qui se dédouble. Tu vois, il a des meilleurs pneus, d'accord, mais 2 tours après, ça allait être Verstappen qui allait repasser. Donc, je comprends pas ce qu'a voulu faire Russell parce qu'il ne jouait pas une place non plus devant. Il était dans les points et encore une fois, il gâche des points. Et ça commence à faire beaucoup, je trouve, pour Russell à ce niveau-là. Oui, Latifi était oui. à son niveau aussi, mais on commence à voir une perte de patience de la part de Russell, et ça fait aussi partie des choses qu'on demande aux nouveaux pilotes aujourd'hui, comme Verstappen n'avait pas au début, par exemple, c'est d'apprendre à patienter et d'attendre son moment. Et le nombre de fois où Russell a eu les points en main et les a jetés à la poubelle par une bêtise, eh ben, on commence à les compter sur plus des doigts d'une main, donc ça devient dangereux pour Russell. Oui, ça c'est vrai. Les occasions ratées, les gâchées, ça colle pas avec le personnage. Tout à fait, oui. Je me demande jusqu'à quel point la tête a pas un peu enflé après effectivement le Grand Prix Bahreïn, de et oui, oui, l'an dernier. Et je sais que j'ai été le premier à l'encenser, tout mais à faut fait. voir. Moi aussi. J'ai l'impression que le Russell, ça y est, s'y croit peut-être un petit peu déjà et que effectivement il y a une mauvaise gestion un petit peu en ce moment de quelques émotions. Écoute, moi, c'est paradoxalement, je vais mettre 55-45 en défaveur de Bottas, oui, D'accord. mais je vais pourtant défendre Bottas. Alors, voilà, Ah, mais vas-y, bon. c'est intéressant parce que moi je peux pas ne pas défendre Bottas Oui, qui oui, se oui, met on est sur bien sa d'accord. ligne, quoi. Voilà. Mais bon, alors, d'abord, bon, le Bottas, il se met dans une situation où quand même il est énervant parce qu'il a une Mercedes, il est au fond du trou, il rame et il est de fait quand même obligé de se défendre face à une Williams. Il faut quand même avouer il nous a encore fait une Bottas, hein, où parfois ça commence à devenir Et un peu peut-être face à pénible son aussi. successeur dans la voiture, Voilà, c'est ça c'est aussi ça. qui a peut-être dû jouer Ouais, pour les deux. ouais, ouais. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que bon, bah, il est au fond du trou dans ce Grand Prix, mais à un moment donné, ça va, on va peut-être pas non plus se noyer encore plus soi-même. Donc, une Williams qui est derrière, bah, le Bottas va évidemment se défendre. À un moment donné, il faut quand même lui accorder au moins ce crédit. C'est pas parce que Russell lance une attaque que c'est bon. Non, Bottas a quand même le droit de Tout se à fait. défendre. Je voudrais qu'on s'en souvienne. Alors là où je lui mets quand même 55, c'est que je pense qu'il fait effectivement un petit coup vicieux et qu'il dérive doucement mais sûrement vers la droite. Voilà, c'est là où je lui mets 55. Mais je dis tout de suite que c'est pas un attentat et que c'est Non. pratiquement attendu et que c'est pratiquement normal. Oui. Euh, donc, c'est là après que Russell, je lui en veux un petit peu, même si je lui donne pas l'entièreté des torts, parce qu'effectivement, il y va et ça manque de discernement pour deux raisons. Ah, alors attends, tu vois, comme d'habitude, j'ai mes écouteurs qui tombent, voilà. Alors, double erreur de discernement à tous les niveaux. Bah, il y va, d'accord, mais s'il y va et en admettant que ça se fasse bien, bah, qu'on le veuille ou non, au prochain virage qui arrive très vite, à gauche, il n'est pas à l'intérieur. Tout à Donc, il ne fait. passera pas. Il ne pouvait pas passer, il n'avait pas le temps de passer. Je ne dis pas qu'il n'a pas l'élan, qu'il n'a pas le DRS, mais là, il ne passait pas, quoi qu'il arrive. Et donc, ne jugeant pas assez qu'il passerait pas, il y va quand même. Et je suis désolé, bah oui, c'est bien lui qui met les deux roues dans l'herbe et c'est bien lui qui se loupe complètement et qui envoie Bottas dans le décor. Je dis pas que Bottas l'a pas un peu provoqué. C'est bien pour ça que je mets 55-45. Mais à un moment donné, bah Russell, il peut pas dire que c'est de la faute de Bottas. Non, c'est aussi de la sienne. Voilà ce que je veux dire. Donc après, j'ai été un peu surpris de sa réaction. Et effectivement, je la trouve un peu hautaine, je la trouve Ouais. dis donc, pour qui tu te prends, c'est moi qui ai tous les droits, et toi, t'es qu'un nul, voilà, donc je peux imaginer que Bottas avait un peu les boules aussi, quand même, faut Oui, être bien honnête. sûr. Voilà. Donc, tu vois, ça reste un accident de course. Alors ça, oui, Ça, c'est clair. voilà, c'est un accident de course. Comme toujours, c'est au mauvais moment, au mauvais endroit. 300 à Il se l'heure quand même, hein, au voilà, moment où il se touche, c'est très très haut quand même, hein. pour quelques centimètres, voilà, ça se joue à ça. C'est la nature de ce genre de sport et de ce Mm. genre de duel. Mais c'est vrai que Bottas ne fait rien pour faciliter le truc à Russell. Et Russell, un peu en mode m'en fous, j'y vais. Bah oui, mais non, non, fallait pas s'en foutre totalement. Il fallait pas y aller complètement. Voilà. Et le problème, c'est Donc que on est. Russell, il commence à avoir la baraka, justement, mais les résultats suivent pas. Et ça, c'est le plus Oui, dangereux pour lui. Ça veut dire que il doit se rendre compte qu'il doit douter et qu'il peut douter, parce que s'il commence à faire ça, il va se cramer tout seul, en fait. Il faut vraiment que ce genre de choses ne se réitère pas, et surtout pas avec une Mercedes, qui est quand même son employeur, en tout cas qui fournit la moitié des pièces de sa voiture, quand même. voilà. Et attends, qu'est-ce que je rajoute? Je m'appelle Russell. Je suis 10e du Grand Mais Prix. oui, J'ai devant moi Bottas. C'est de toute façon déjà une super performance. Et il reste encore 30 tours. Bon,
ben, à un moment donné, il faut peut-être un peu gérer, il faut peut-être accepter qu'il y a un moment d'observation par rapport à Bottas qui va peut-être être mauvais jusqu'au bout. On pourra Oh, ça, ça tu vois ce c'est que je veux dur dire? ça. Oh, Ouais, c'est ouais, dur ouais. ça. Oui, mais c'est vrai, Russell, mais ton analyse est juste, c'est-à-dire que Russell aujourd'hui, il y va. Le problème, c'est que justement, c'est pas parce que c'est Bottas que ça change quelque chose, je pense, pour lui, quoique peut-être finalement, mmh, mais, ouais, mais il a une Williams qui fonctionne bien, vraiment, encore mieux que mmh, l'année passée. Avec des équipes qui ne sont plus là, il y a des places à prendre. Ça a été le cas pour Ocon qui finit dans les points, ça n'a pas été le cas pour les Aston Martin qui sont nulle part, pour les Alpha qui sont en difficulté alors qu'on pensait que ça allait jauger quand même aux alentours de la 10e place. Non, il y a vraiment une chance pour que les deux Williams, alors il faudrait que Latifi ait un peu plus de réussite malgré tout, mais les Williams peuvent aujourd'hui finir 8e force du plateau si mmh, ce genre de couac n'arrive plus, quoi. Mais il faut que mmh, vraiment Russell se dise, je peux avoir la différence de vitesse, j'ai la voiture pour me battre, mais si c'est pas ce tour-ci, je lâche et je ouais, réessaie la prochaine fois. Là, il y est allé comme s'il restait un tour et qu'il jouait la oui, 3e place ça, et qui, voilà, c'est un peu comme Hamilton qui glisse à la Tosa, lui il jouait la victoire, donc ça s'excuse. Mais non, quand tu es avec une Williams, que tu peux glaner des points, que tu peux enfin te mettre dans une position rassurante pour l'équipe et pour toi, je trouve que c'est un peu égoïste comme tu dis. Et puis tu as même ouais, dit que les deux roues dans l'herbe ou sur la bande blanche, il n'y en a eu qu'une mmh, finalement, c'est l'arrière droit, parce que l'avant gauche, il y va vraiment pas vraiment dans l'herbe. Donc c'est vraiment l'arrière qui a glissé parce que la piste était, l'herbe était humide. Donc grosse erreur de jugement, grosse erreur d'ego, mauvaise réaction derrière. Russell finalement encore beaucoup à apprendre ouais, ouais. de ses premières potentielles bonnes performances. Voilà, et effectivement, Toto Wolff n'a pas du tout apprécié Non. l'histoire et effectivement, Russell, je pense, s'en est bien rendu compte. Bon, alors si on passe en revue les autres, bah, moi j'ai envie de mettre un super tableau d'honneur à Norris, hein, qui a été fabuleux parce qu'il s'est montré, et il a montré qu'il avait quelque chose de spécial sur ce circuit. Hein, c'est vrai, Ouais, le dernier secteur, il est fabuleux. la McLaren était extrêmement à l'aise dès le début des essais, ça m'a rassuré aussi. L'intégration du moteur Mercedes est réussie, on le sait, hein, ils ont utilisé des jetons pour pouvoir passer du moteur Renault au moteur Mercedes. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il domine Ricciardo, il faut le dire quand même, sur le papier et sur la piste. Et par contre, c'est vrai que les 6 derniers tours avec la défense de Norris, c'est le seul qui retient Hamilton. C'est le Mmh. seul qui est en mesure d'aller plus vite avant le freinage de Tamburello et de rester devant Hamilton. Il mérite son statut de driver of the day, même si la remontée d'Hamilton était somptueuse, mais bien aidé par son talent, son expérience et sa monoplace. Non, McLaren est bien, McLaren doit continuer. L'année passée, ils étaient 3e du championnat. Je pense que cette année, s'ils font les choses bien, qu'ils ont un peu de fiabilité, ce qui n'était pas toujours le cas avec le moteur Renault, eh bien, ils peuvent aussi assurer une 3e place cette saison et ce serait parfaitement mérité. Maintenant, Ferrari est là. Ferrari a fait un très beau résultat aussi, mais la conduite de Norris sur tout son Grand Prix, elle était parfaite. Le gars qui est on va dire maintenant, on peut dire streamer, joueur de jeux vidéo à temps plein et à mi-temps quand il a le temps pilote de Formule 1, c'est un peu ça Lando Norris, mais ça montre aussi que sa défense et son pilotage par rapport à la simulation, moi j'en suis proche donc je vois ça un petit peu, les défenses qu'il fait en bout de ligne droite, c'est vraiment ce qu'on peut voir aussi en simulation, donc c'est vraiment pour lui une véritable expérience, c'est un véritable bagage qu'il utilise, et il utilise vraiment bien, c'est-à-dire que Norris, je me souviens pas d'avoir une erreur de jugement ou une Ouais. bêtise en piste, genre ça ne passe pas, ou G-Force, ou quelque chose comme ce qu'a fait Russell. Norris, moi, j'ai pas de souvenir d'une grosse catastrophe, d'une grosse erreur de sa part. Donc, il préfère patienter, laisser les choses faire. Et franchement, quand je l'ai vu derrière Verstappen, je me suis dit, voilà, c'est quasiment fait. Il a manqué 2 tours pour l'exploit. Néanmoins, c'est une 3e place. C'est très bien pour McLaren par rapport à Ferrari, parce qu'on sait qu'ils vont pas se battre avec Red Bull et Mercedes à la régulière. Mais c'est vrai que voilà, le temps qui est annulé en qualification, il aurait pu partir en première ligne tout de même. Donc la McLaren marche bien. Le moteur Mercedes est bien intégré. Norris a fait une course parfaite. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, ouais. Et ben moi, je t'annonce même d'ores et déjà que sur 23 courses théoriques, et je pense que oui, il y en aura pas loin de ce chiffre quand même, Oui, bah, Norris va gagner son premier Grand Prix cette année. je Ça, je lui te souhaite, l'annonce. vraiment. Vraiment. Ça va, et c'est évident que sur 23 courses, partons sur ce chiffre, il va y avoir à un moment donné un concours de circonstances qui va faire qu'effectivement les Mercedes il y aura une mauvaise Mhm. histoire, que Verstappen aura abandonné sur un problème mécanique et Norris va tirer les marrons du feu. Et effectivement, ce petit gars, il a quelque chose, et ça va être logique qu'il gagne son premier Grand Prix cette année. Voilà, moi j'en prends les paris, je le dis, mais ça se sent là. Tout est en train de se mettre en place. Donc super. Les Ferrari coûtent super, résultat d'ensemble Oui, aussi. Elles sont, voilà, bah, on sent que l'équipe est homogène, que même si Sainz est un peu plus en mode montagne russe, à la fin, il ça reste s'adapte. assez solide. Voilà. Et puis bah, Leclerc tient bien la baraque. Donc 4 et 5, écoute, on est super content pour eux parce que oui, voilà, on peut pas
pas vouloir les enfoncer. On aurait espéré un podium malgré tout, parce que ça aurait été beau Et, aussi à Imola d'avoir une Ferrari sur le podium. Sainz, comme tu dis, s'intègre mieux que Perez chez Red Bull, par exemple, ou même Ricciardo chez McLaren, finalement, parce que Ricciardo a aussi fait le jeu d'équipe en laissant passer Norris pour aller chercher cette deuxième place. Donc, grand respect à Ricciardo d'avoir accepté les consignes d'équipe. oui. Mais c'est vrai que chez Ferrari, on sent qu'il y a une certaine sagesse. Il n'y a pas encore la performance, mais on sent qu'on travaille dans le bon sens. Ouais, Et ouais. on va passer à la transition, je pense, mais avec ce qui se passe avec Vettel chez Aston Martin, on Ouais. peut peut-être excuser un petit peu Ferrari d'avoir subi le fonctionnement d'un pilote, parce qu'aujourd'hui avec Sainz et avec Leclerc, bah, on va dans le même sens. On n'est pas encore, on est comme chez McLaren, on n'est pas au stade de dire il y a un premier pilote, on doit absolument mettre Leclerc devant, etc., etc. On travaille pour remonter dans la hiérarchie. C'est ce que fait McLaren depuis 3 ans et ça marche, et c'est ce qu'entame Ferrari cette année. Et je suis très content de le voir pour Sainz, qui est un pilote que j'adore, et aussi pour Leclerc, qui mérite Ouais. enfin de retrouver ses heures de gloire qu'il avait débutées il y a 2 ans. Tout à fait, tout à fait. Non, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Pérez. C'est Oui, étonnant, Pérez, parce qu'en fait, il pouvait nous faire un super truc. mais oui, Et alors, d'abord, la qualif, bravo. oui, première ligne devant Verstappen, c'est Voilà, bien. d'accord, hein. Bon, on sait que c'est rarissime, donc c'est arrivé. Ensuite, il nous fait encore une Pérez. Moi, c'est vrai que j'ai pas compris sa pénalité, mais sa pénalité, à un moment donné, elle est parfaitement gérée et il va encore nous faire un top 5. Il va nous faire un très bon C'est résultat, ça. solide, etc. Et puis même avec le restart, on se demande s'il peut pas même espérer encore mieux. Bon, et effectivement, il se plante et il fait la connerie. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça va lui couper les ailes et c'est vraiment dommage pour lui parce que il y avait tout pour qu'encore une fois la légende Pérez, tu vois ce que je veux dire, toutes Mais ses bien sûr. qualités, qu'il capitalise super, qu'il est solide, il est beaucoup plus rapide qu'on croit, etc. Et puis là, malgré tout, il va vraiment retomber et il fait que 11 et il tombe de haut et il a gâché tout ce qu'il avait réussi à construire dans ce Grand Prix. Mais je veux croire quand même que c'est actuellement le meilleur deuxième pilote Red Bull qui était disponible sur le marché. Effectivement, la fusée Verstappen, elle est en orbite. Et derrière, Perez est là pour marquer des gros points. Et même si ça ne s'est pas bien passé finalement à Imola, ça devait le faire malgré tout. Tu vois ce que Mais, je veux dire? il a cette malchance de la deuxième Red Bull qu'a eu Albon et qu'ont eu d'autres pilotes Ouais. avant lui. C'est vrai que ce qui se passe à Bahreïn où il a le problème dans le tour de formation, c'est pas de chance. Deuxième situation ce week-end où il fait une première ligne exceptionnelle dans des conditions pas faciles malgré tout, avec une voiture où il faut savoir aller vite et comprendre la Red Bull, même si c'est Perez avec son expérience. Il faut quand même s'y adapter, c'est clair. Mais c'est vrai qu'au départ, le fait que Verstappen prenne l'intérieur, moi je me suis dit, on va avoir 2 Red Bull sur le podium, là où Bottas était très loin. Donc je me suis dit, pour le classement constructeur, ça aurait été positif pour Christian Horner. Ouais. Pas du tout. C'est-à-dire que là, Perez, j'ai l'impression qu'il fait son vélo tout seul et il prend un bâton, il se le met dans l'avant-bras, il fait ah, je suis tombé. Tu vois un peu l'idée. C'est vraiment se saborder et c'est dommage parce qu'il n'a pas besoin de se compliquer la tâche. Et finalement, quand on prend les résultats sur le papier, pas sûr qu'Ocon aurait fait pire que ça jusque-là en 2 Grands Prix. On va lui laisser du temps, bien entendu, mais quand même, il doit être là parce que derrière, bon, Bottas fait 0 pointé parce qu'il est sorti de la piste, mais malgré tout, si Bottas n'avait pas eu ce souci, il aurait quand même mis plus de points que Perez, quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est pas Ouais, trop à non, non. conséquence pour les 2 deuxièmes voitures, Bottas et Perez, mais il faut plus que ça se reproduise tous Ouais, les week-ends pour lui, quoi. voilà. Alors Vettel, bah, évidemment, l'agonie continue. Tu vois, je ne dis Oh même oui. plus la décision d'en faire, là, c'est l'agonie. Même si là, alors voilà, soit il est mauvais, comme il a été à Bahreïn, soit effectivement, bah, les événements lui tombent dessus et c'est sur lui que ça tombe, quoi. Voilà, donc Et je t'avoue qu'on effectivement, l'a pas vu à l'antenne, hein. Moi, j'ai pas vu non. d'Aston Martin ce week-end à l'image. Oui, oui, Transparente, un peu comme les alphas. Heureusement que les As se plantent un peu pour qu'on les voit, pour qu'il y ait du temps d'antenne. Mais sinon, elles sont insipides, elles sont transparentes. Et je pense que oui, on n'a pas dû dire à Vettel dans son contrat que l'Aston Martin 2021 n'est pas la Mercedes 2020, contrairement à ce oui. il a pu croire. Et on s'est tous fait avoir par cette idée reçue. Et peut-être que Vettel, il va pas faire plus qu'une saison là. Ah Parce non, que ouais. Stroll le met pas à l'amende, mais en tout cas, Stroll fait ce qu'il a comme possibilité avec son matériel. Ça Ouais, veut dire qu'il ouais, peut on au est bien moins faire d'accord. aussi bien que Stroll. On part de ce principe-là, Ouais, tu es d'accord. C'est tout à fait. les deux équipiers, c'est la première opposition et la première comparaison possible. Donc je ne sais pas, Vettel, est-ce que le mojo n'est plus là? Est-ce qu'il a perdu sa superbe? Est-ce qu'effectivement on est en train de vivre une agonie un peu à la... Parfois à la Raikkonen, c'est-à-dire qu'il aura des coups d'éclat qui vont justifier qu'il continue, mais sans plus, parce que moi, je suis peut-être moins triste de perdre Vettel fin de saison que Raikkonen finalement, alors que pourtant Raikkonen, je le voyais partir depuis 2 ans. Donc Ah voilà, oui, je ne non, mais sais là, pas où c'est va bon, Vettel, mais c'est très compliqué, très ouais, compliqué. tout à fait, on est bien d'accord. Et puis alors, surprise, mauvaise surprise dans la série, les petits détails, mais dont on peut les signaler. Bah, la couleur verte foncé à la télé.
c'est pas terrible vu qu'on ne voit pas le vert et dans le peloton, on ne sait pas si c'est pas une Mercedes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a de ça et surtout, enfin, moi j'ai presque confondu avec une AlphaTauri aussi, vu où ils sont dans le peloton. Mais non, ça passe pas bien parce que quand on voit le documentaire Netflix que vous n'avez peut-être pas vu, Drive to Survive, un pilote de leur destin qui reprend un peu la saison dernière en Formule 1. Dans le dernier épisode, on voit Lawrence Stroll qui fait on a beaucoup travaillé sur la couleur Aston Martin pour que ça donne super bien, quelles que soient les conditions à l'antenne. Elle est dégueulasse. On est Oui. désolé, hein. Ça ne passe ni quand il pleut, ni quand il fait nuit, ni quand il fait jour, ça va. Aux essais à Bahreïn, c'était plutôt correct. Mais quand ils te font un communiqué, limite une dépêche pour dire on a changé la couleur de la voiture pour que ça soit plus beau, on s'en fout. C'est-à-dire que travailler, c'est moche, mais on verra l'année prochaine. Bon, mention quand même au casque de Lance Stroll, qui est impersonnel au possible, mais qui est quand même joli avec les deux ailes Aston Martin. Je le trouve très joli. On en est à parler des couleurs de casque, hein, franchement, chez Aston Martin. C'est décevant, mais Stroll, pour l'instant, on peut rien lui reprocher parce qu'il fait le taf et Vettel ne le fait pas. Bah oui, c'est sûr. Bon, écoute, pour conclure, parce qu'on ne peut pas passer en revue tout le monde, oui, Gasly s'en sort très bien et bravo parce qu'il a été solide alors qu'il démarre catastrophiquement et qu'effectivement on le fait tenir et que c'était. J'ai pas compris. Ouais. À ce niveau-là. Mais à la fin 7e, bon, c'est sûr que ça va le conforter en leader de son équipe, là où Tsunoda, bah oui. Il apprend. Oui, mais bon, c'est évident que ce petit gars, Tsunoda, il y a du potentiel et qu'il va se remettre en évidence. Tout à fait. Et là, Pierre a été solide. Non, nous, côté français, bah, on est content forcément que Ocon soit 9 et Alonso 10. Ça fait quand même les deux voitures dans les points. Maintenant, je ne te cache pas qu'on n'a pas été complètement époustouflé par le rythme général de ces deux voitures et qu'on a plus le sentiment que c'est un concours de circonstances qui fait qu'à la fin, il y a 3 points à prendre et on les prend. Mais oula, la hiérarchie, là, Alpine. Alpine, ça fait mal. Ça fait très mal parce que, Alonso et Ocon travaillent, font ce qu'il faut. Alonso, il abandonne pour un emballage de sandwich à Bahreïn, on peut pas lui en vouloir. Il n'y a personne dans le public, mais il parvient à se prendre quand même quelque chose dans les écopes. Bon, la voiture est plus fiable, malgré les erreurs. Tout le monde en a fait, donc je vais pas juger Alonso sur son tête à queue. Surtout qu'il y avait peut-être des débris de l'accident de Bottas et de Russell. Non, la voiture en performance pure n'est pas là. Alonso a dit que la voiture était fiable, que la voiture était pilotable, mais qu'elle manquait de vitesse de pointe. Et on sait tous les deux qu'Imola, il faut être rapide, très rapide, et que le seul point où on pouvait avoir une différence, c'est au bout de la ligne droite des stands, enfin de la grande courbe des stands. Et non, c'était pas un circuit pour Alpine. Et là où l'année passée, Renault pouvait titiller McLaren sur les circuits rapides comme Spa ou Monza, on a vu que le moteur Renault respirait plutôt bien. J'ai l'impression que cette année, ça va pas être la même mayonnaise. Donc à voir sur les circuits sinueux, voir si le châssis peut rattraper un petit peu l'histoire. Pour l'instant, ça s'annonce comme un chemin de croix pour Alonso comme pour Ocon. Mais bon, c'est des points qui sont bons à prendre, mais ça reste quand même assez maigre comme récompense. Bon, merci Maxime pour ces impressions. Bah, c'était un bon débrief de ce bon Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et donc, bah oui, Portimao, on a hâte déjà d'y être parce qu'avec la nature de la piste, ça devrait être sympa. Allez, attends, avant de passer à la suite, on a annoncé 10 ans de Grand Prix à Miami avec un nouveau circuit urbain qui vient joindre le calendrier. On en reparlera la semaine prochaine peut-être. Mais voilà, on a annoncé ça, donc plutôt intéressant. On n'en parle pas cette semaine, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y aura un épisode la semaine prochaine de Green White Checkered pour continuer à coller à l'actu. Mais voilà, franchement, hâte de voir ce que ça va donner, un nouveau circuit urbain avec Jeddah qui a été annoncé aussi cette année. Donc on verra bien ce que ça donnera. La semaine prochaine, je te poserai bien des questions aussi sur justement la série Netflix là. Oui. J'aimerais bien avoir ton avis parce que je vois bien que tout le monde est un petit peu partagé et oui, bah on en discutera. Voilà, je pense que ça on se met ça au programme. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on enchaîne parce que le menu, on l'a dit, il est copieux et donc je te propose de partir aux États-Unis et de nous intéresser au début de la saison en IndyCar. C'est le drapeau blanc. L'IndyCar, donc, a entamé sa saison. Et honnêtement, c'était à Barber, tout le monde le sait. Mais honnêtement, Maxime, cette année, je crois que l'IndyCar a vraiment réussi à nous proposer une super attente et un casting assez royal. Rarement une saison d'IndyCar, je trouve, n'avait été aussi attendue. Et là, tous les éléments me semblent en place pour avoir une saison absolument formidable. Est-ce que toi aussi, tu étais un peu dans cette attente excitante? Mais simplement que la liste des rookies donne envie. C'est-à-dire qu'entre Grosjean, Johnson, etc., on s'est dit, allez, on va avoir droit à des coups d'éclat ou des revirements de carrière. Donc, il
il y a du duel, il y a de la bagarre, on les laisse rouler, hein, salut la FIA si vous passez par là. Non, non, c'était une très très belle course, pas mal de frayeurs aussi, mais la saison s'annonce particulièrement ouverte avec Ouais, des McLaren, des pilotes oui. McLaren qui vont bien, Palou qui est là, Power qui est toujours là, Bourdet qui est remonté, Romain qui s'est vachement bien intégré, je trouve, pour une première. Donc Mhm. stratégiquement, il y a des options. On a vu qu'on pouvait faire 2 ou 3 arrêts, ça n'a pas forcément fonctionné, notamment pour Howard. Mais ah non, non, moi là je suis fan. Je t'avoue que j'ai re-regardé une partie de la course en condensé et je me dis, ouais, le highlight, il est quand même vraiment intéressant et c'est une très belle vitrine pour la suite de la saison. Franchement, c'est C'est très ça. sympa. Bon, écoute, si on essaye là aussi de prendre un petit peu certains points Mhm. plus que d'autres et de passer en revue un peu tout le monde, bon, j'ai envie juste de dire le départ. En New Garden, C'est vrai qu'est-ce qu'il nous a que fait? là, oui, là, New Garden, dans la série, oui, Ouais, là, c'est la vraie c'est une gros connerie, gens, hein, hein. comme on dit. Non, salut. Ah là, et que je me mets dans l'herbe et que je fous le bazar J'ai et pas que j'en compris. élimine 3 ou 4 en passage, c'est vrai que je me mets à la place de Rosenqvist, de Hunter Ray. Oui, oui, Herta, Colton Herta aussi qui a ah tapé. oui, bien sûr, et dans la série, les Ah, grands pas de outsiders de la chance. saison. Oui, oui, non, là, là très curieux. Et bon, il m'achoque déjà pour Ouais. démarrer la saison. Si on enchaîne sur Grosjean, qui effectivement, Le alors, sujet. oui, bah, évidemment, Alex Palou, on va en parler dans quelques instants, mais si on nous accorde cette tendance un peu tu vois ce que je veux dire, à la breaking news, que ça y est, Romain Grosjean revient dans un baquet en France, sur Canal, ils en ont fait évidemment Oui. toute une émission un peu spéciale. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à Romain, Non. qui, qui après des essais peut-être un petit peu en demi-teinte, a quand même repris les choses en main et il nous fait une qualif qui fait qu'on se dit Ouais, quand ah même, ouais, hein. là, Oui, 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 là, oui, oui, oui. peut-être, Ouais. bravo. Le début de course, bah, il est peut-être un peu prudent, mais Ça se c'est bon. comprend. Ah. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y avait même mieux à faire que 10, hein, on est d'accord. Il Au bout du partait quoi? compte, Septième, je crois. Il avait raté le Super 7, 6 de peu. Donc oui. voilà, après avoir un peu de retenue en début de course et jauger les pilotes qu'ils découvrent tous, vraiment, non, chapeau bas déjà d'être remonté dans un baquet, au-delà de tout ça. Mais Oui. il y avait ce sentiment de faire mieux, mais on peut pas ne pas comprendre la phase d'apprentissage et d'intégration. Il faut voir que c'est un système qui est quand même différent par rapport au Formule 1. Mais le pilotage plus pur, pas dire à l'ancienne parce que ça peut être péjoratif, mais plus vraiment pur, j'ai pas d'autre mot pour exprimer le pilotage d'une Indy, convient à Romain. Vraiment, il n'y a pas trop d'électronique, il n'y a pas trop de complications, c'est tu pilotes, tu bombardes, point. Bon, il y a un peu de sauvetage de carburant, on a vu que pour les 3 premiers en fin de course, c'était tout juste, il fallait bien sauvegarder du carburant. Mais globalement, Romain, il a fait le taf et je suis content pour lui. J'ai juste envie de te dire, je suis content pour lui parce qu'avec Bourdet, avec Pagenaud, il met une belle image de la France tout de même aux États-Unis. Et chaque fois qu'un Français a été intégré à ce championnat, que ce soit Bourdet ou on va dire plus ancienne ou vraiment Simon, tu te dis que Romain, il a peut-être un bel avenir là-bas, vraiment. Et Ouais, que ouais, c'est ce qu'il lui fallait franchement. pour se libérer Voilà. du joug de la F1 et de toutes ces idées reçues de performance, de titres, etc. Là, il s'amuse, j'ai l'impression, vraiment. Ouais, ouais. Non, bon, je pense sincèrement qu'il y avait effectivement, mais Oui. il y a un arrêt qui a du mal se passer, on n'a pas Oui, le complètement deuxième était compris. compliqué, je pense. Ouais, ouais, Il est resté 16 secondes, ça, enfin, ça a été plus long que prévu par rapport à sa voilà. moyenne, ouais. Mais sur le papier, entre sa qualif, son rythme en course et les circonstances de course, je pense qu'il y avait mieux à faire qu'un top 10. Mais Mhm. malgré tout, évidemment, je dis tout de suite, non, formidable, super. Top 10, il est devant un Simon Pagenaud, par exemple, voilà, à la régulière, il est devant Bourdet qui a Scott été quand McLaughlin. même assez impressionnant parce que Bourdet partait 16e, il fait P5 pour Edgy Oui, Fight. Belle remontée de non, Sébastien aussi, oui. hein. Voilà, non, alors on est bien d'accord. Sébastien, Bon, il solide, a le bagou, expérimenté, évidemment, mais quand même. voilà, c'est ça. Fabuleux, top 5, c'est bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour finir sur Romain Mm. Grosjean, devancer à la régulière deux pilotes Penske comme Oui, un ancien champion, un vainqueur d'Indianapolis et un rookie qui quand même arrive avec de sacrées ambitions, Scott McLaughlin, et oui, qu'évidemment je bah vais oui. suivre particulièrement, c'est super, quoi. Oui. Devancer Sato, devancer même Connor Daly ou Hinchcliffe, qui sont Oui. déjà aussi un peu des anciens. Non, non, très bien, Romain, bravo. L'apprentissage, enfin le feeling, je dirais, ça y est, tu l'as L'intégration est déjà un faite. petit peu. On Voilà, avait peur de ça, on en avait parlé dans Green White Checker. On c'est s'est dit, ça. est-ce qu'il va retrouver cette niaque? Pourquoi il y va? Je pense que finalement, ce premier bon résultat le motive et c'est Oui, ce dont il avait besoin. tout Donc à fait. c'est très bien pour lui. Voilà. Et donc, côté français, avec la 5e place de Seb, c'est bien. Oui. C'est vrai qu'on sent que Simon est encore un peu en mode difficile. Il avait dit qu'il jouait le titre cette année. Il voulait retrouver la couronne. Ouais. Ça s'annonce quand même plus compliqué parce qu'il y a des jeunes qui commencent à avoir de l'expérience et qui sont bons devant, hein. Oui.
Alors, bravo à Alex Palou, effectivement, qui Eh gagne sa oui, première course, toujours sympa. Et je me rends compte qu'effectivement, là, j'ai le classement sous les yeux, bah, il a bien mené 56 tours sur 90, Maxime, hein. Donc, effectivement, ouais. c'est quand même énorme, puisque après, celui qui a le plus mené, c'est Pato Howard, on va en reparler avec 25 tours. Mais une Donc, non, stratégie qui Palou, n'a pas finalement, fonctionné pour Howard. ouais, ouais, C'est juste ça en fait. voilà. Mais est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que, tiens, encore une fois, mais tant mieux pour eux et bravo à eux, ah, Chip Ganassi, mais ils sont très forts, puisque donc Palou Ouais. gagne. Dixon fait encore 3, il est encore là, tu vois ce que je veux dire? On l'a pas beaucoup vu, mais quelle efficacité, Oui. quelle capitalisation, encore une fois, extraordinaire. Et puis, bah, la preuve, c'est bien qu'Ericsson, il est pas là, il est pas loin non Non, plus. Ericsson, il est 8. il est 8, Et, oui. Oui. et on l'a même vu plus souvent, un peu plus haut placé dans la course. Mhm. Donc, non, Chip Ganassi a encore mis le doigt sur quelque chose qui fait qu'ils vont être super forts, quoi. Mais Et la enfin, science de la course par rapport à Howard, tu peux pas ne pas dire que ils ont une expérience et ils l'utilisent parfaitement. Ils ont maîtrisé la course pour les deux voitures et ça c'est plutôt bien aussi ouais, parce qu'ils auraient pu se concentrer sur Palou pour qu'il gagne et que voilà. Mais non, l'expérience derrière de Dixon fait le travail. Donc c'est une équipe qui est vraiment solide et je pense que le combo des deux pourrait être très intéressant, notamment à Indy. Hein, on va suivre ça. Mais non, non, je trouve que, comme tu le dis à la fin, on dit souvent c'est les Allemands qui gagnent au football, mais c'est vrai qu'il y en a si souvent, ils voilà. sont, si ce n'est sur le podium, dans le top 5, c'est clair. Voilà. Donc, Dixon, bah, encore une fois, va être redoutable parce qu'on sait que Oui. ça sera à chaque fois efficace et voilà. Power qui est Palou, quand même bien aussi, alors, deuxième. Hein. là, pour Penske, heureusement qu'il y a Power, hein, Oui, parce que ça sauve un peu oh, l'idée de Scott et du reste qui. Bah, ils apprennent, hein. Enfin, il apprend. Hein. ça, mais c'est vrai que des pilotes de la valeur de Power et de Dixon, que j'ai envie là d'associer finalement, même s'ils sont dans 2 équipes C'est la différentes, même on se rend génération finalement. Hein, voilà, c'est oui. ça. Donc bravo à eux. Non, il y a une grosse mention et c'est un petit peu à la Lando Norris, j'ai envie de dire. Donc, alors, je précise pour nos amis commentateurs, notamment français, que soit on dit Patricio Howard, qui est son vrai nom, Ah là là. voilà. Soit si effectivement on prend le diminutif qui effectivement est usité dans le milieu de l'IndyCar, ben on dit Pato Pato. Howard. Il y a 2 O, c'est pas Pato Howard, c'est Pato Howard. Bon, voilà, petite parenthèse au passage. Ah, Mais t'inquiète, hein, moi j'ai supporté Van Doorn pendant des années à Canal, hein, donc oui, voilà, t'inquiète. ça, ok. Bon, donc il est très fort ce Howard et je Ouais. sens qu'effectivement, en vitesse pure, attends, honnêtement, à un moment donné, Maxime, ne serait-ce même qu'en plan extérieur, tu vois, même Mhm. pas en caméra embarquée. Juste, on sait que la télé en plus écrase la vitesse. Oui. Mais quand tu passes d'un Jimmy Johnson, bon, Il a c'est été en vite mode abandonné. apprentissage aussi, oui, et un Pato Howard uniquement en suivi caméra, oh, là, c'était Ouais. flagrant, la différence de vitesse, d'intensité, d'engagement. Et vraiment, moi, il m'a épaté, hein. Ah oui, il se battait pas avec le volant, il l'avait en main, clairement. Mm. Enfin, tu vois la différence entre. Je suis sûr que même Scott McLaughlin n'est pas à ce point-là par rapport à Johnson. Je sais pas, enfin Johnson, j'ai du mal à comprendre le move, un peu comme Grosjean au départ, mais voilà, c'est Mm. difficile quand tu vois surtout ce qu'a fait son successeur dans la 48 en NASCAR, il s'est plutôt bien débrouillé. Donc voilà, je ne sais pas ce que va chercher Johnson, surtout à son âge, même si la transition elle peut être intéressante au niveau médiatique, etc. Mais c'est vrai que oui, Howard était très impressionnant, mais Palou aussi et la nouvelle génération avec ses Ouais, ouais. voitures. L'aéroscreen a montré aussi au départ qu'il était intéressant au niveau sécuritaire, donc ça peut rassurer Grosjean. Mais la voiture est impressionnante. Comme tu dis, le visuel de ces voitures, elles sont larges, elles sont hautes, elles sont impressionnantes en piste, surtout sur une piste comme Barber qui n'est pas non plus la piste la plus large du monde à Mm. certains endroits. Donc non, non, c'est très impressionnant et on a hâte de voir les autres manches routières parce que ouais, l'IndyCar donne 1000 fois plus envie que d'autres disciplines américaines. On Ouais. en a déjà parlé, mais c'est certain. Bon, puis un jour, bah, tu nous parleras de ton quasi-compatriote Rinus VeeKay, Oui, Van enfin bon. Kelmuth. Non, tu le suis pas spécialement? Non, sincèrement, non, pas tant que ça. Je suis les résultats, mais c'est vrai que Vicky, oui, bon, par rapport à sa nationalité, ça donnerait un peu envie de le promouvoir en pilote pseudo-belge. Mais on n'a pas tendance à trop faire ça, nous, hein, parce que sinon, bon, on a un podium belge avec la maman de Norris, avec la maman de Verstappen. Bon, voilà, tu vois, on peut aller très loin. Non, pas particulièrement. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas une affinité particulière pour lui. Je ne le suis pas particulièrement dans le peloton. Sache que je suis plus à suivre les Français pour le coup. Donc, non pas pour garantie de bons résultats, mais sincèrement, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité pour le style de Simon et surtout de Bourdet. Donc,
Ouais, Voilà, moi j'ai toujours d'accord. suivi un petit peu pour les Français aux États-Unis. Donc Bon. voilà. En tout cas, Palou, Howard, Vicky quand même que j'inclus dans les Ouais. petits jeunes, et puis bah, j'espère McLaughlin évidemment parce que moi Qui est j'ai moins mon jeune, beau mais qui frère est nouveau dans la discipline. voilà, c'est ça. Puis j'aime bien Rossi, on n'a pas parlé Rossi. Bon, il fait Oui, 9 à la fin, il doit être déçu, mais Rosenqvist il sait aussi doit être déçu. C'est qu'il vrai que voilà. faut forcément rebondir. Non, non, cette saison est vraiment super. Et le deuxième rendez-vous, c'est dès le week-end prochain à Saint-Pétersbourg. On sait que c'est un Circuit aussi circuit compliqué, hein. ouais, Très ouais, compliqué en très ville. compliqué, hein. Un aspect vraiment très urbain par une grosse moitié, puis une fin un peu plus ouverte, un peu plus large. Il Très se passe bosselé toujours des aussi. choses. Oui, oui, c'est Mm, ça. Non, non, ça va être très intéressant. Bon, bah, en tout cas, donc, cette saison d'IndyCar est bien partie. mm, Et vous vous doutez bien que dans le Greenway Checkered, on va suivre ça attentivement. bien sûr. L'émission n'est pas terminée. Attendez, on vous a dit qu'on allait dans un gros et beau numéro. Donc, on va passer le drapeau à Damier, mais il y a encore pas mal de trucs à dire. À tout de suite. Ben voilà, c'est déjà fait. On est de retour. C'était vraiment rapide. Alors, Maxime, tu vas commencer par nous parler de Monza et de. Alors, moi, j'en ai commenté plein de fois ce que j'appelais à l'époque le Blancpain Endurance Series avec les 3 heures de Monza. Alors, c'est quoi le nom actuellement maintenant, c'est qu'il faut dire? Alors, vous allez avoir un résumé du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Oui, bon, donc le GT World Challenge Endurance, mais ça se dit plus Endurance. Parce qu'il Bah, y a c'est toujours du les sprint. Endurance Series parce qu'il y a la Sprint Series aussi. Donc, Oui. il y a, oui, c'est. Sachez que l'arbre généalogique du Blancpain, du GT3, du GT World est très compliqué. Parce que World Challenge, Europe, Asia, British GT, enfin bref, c'est des dénominations toujours plus longues. Pourquoi deux sponsors? Bon, Amazon parce que c'est le sponsor titre, mais toutes les voitures avaient le bandeau Fanatec sur leur pare-soleil, puisque désormais, la nouveauté de cette saison, c'est que des compétitions virtuelles ont lieu à chaque manche sur le jeu officiel de la discipline, Assetto Corsa Competizione, et ce sont de vrais pilotes de chaque équipe qui prennent part à une course de 30 voitures. Alors il y a 30 pods, c'est très impressionnant, 30 pods sur place dans le paddock. Alors au-delà d'être un centre de vaccination Covid, Monza, ça a été aussi l'occasion de découvrir ça pour la première fois cette année. Et il y a eu une course qui a duré 1 heure, qui a été diffusée, streamée d'ailleurs sur YouTube, sur la chaîne officielle, et qui a récolté 3, 2 et 1 point pour les 3 premières équipes sur le podium. Donc ça joue aussi. Malheureusement, les 3 équipes qui ont terminé sur le podium ne sont pas celles qui ont triomphé en piste. Et même si je prêche pour ma paroisse le virtuel, c'est très bien. Je trouve que le combo des deux est assez difficile à digérer parce que ce sont deux sports distincts. On a déjà eu ce débat, je ne vais pas l'avoir avec vous aujourd'hui, mais voilà, j'ai un peu de mal sur le fait que l'e-sport ne soit juste qu'une discipline suppléante au vrai sport auto. Voilà, pour la petite histoire. Donc, Bon, alors, revenons à ce explique-nous qui s'est comment passé ça en s'est passé. piste. Ouais. Je vais vous faire un résumé donc, de cette course de 3 heures qui également, en Italie, on avait décidé qu'il allait pleuvoir ce week-end. Donc la pluie était au rendez-vous et la BOP, donc la Balance of Performance, qui vous le savez ajuste le poids et la puissance de chaque voiture pour qu'on ait une équité en fonction des marques et des modèles, s'est montrée une nouvelle fois plutôt positive puisqu'on a 6 modèles différents dans les 8 premiers. Donc on a une exceptionnelle bagarre devant le team de Bachelor, Christian Engelhardt et Cairoli a gagné. Donc le Dynamic Motorsport, c'est la 3e victoire du Dynamic Motorsport dans la discipline. Il y a eu un total de 7 victoires de Porsche. Alors les 24 heures de Spa notamment ont été remportées par GPX, par Rovet l'année dernière. Mais Porsche vraiment se rapproche des 8 victoires d'Audi. Donc il y a vraiment un retour au niveau des performances. Cocorico sur le podium avec la Mercedes du Team ASP de Jérôme Polican et notamment avec Jules Gounon, Daniel Juncadella et Raffaele Marciello qui a été exceptionnel parce que franchement ils ont tenu la 2e place pendant les 40 dernières minutes sur une piste séchante. C'était pas la voiture la mieux réglée, pourtant derrière ça klaxonnait parce qu'il y avait 3 voitures qui étaient là. Donc c'est-à-dire qu'entre la 2 et la 5e place on savait pas du tout comment ça allait se finir. Et derrière il y avait du beau monde, il y avait le Emile Frey Racing avec notamment Fontana qui termine donc 3e sur la Lamborghini. Emile Frey qui est passé depuis l'année dernière de Jaguar à Lamborghini avec plutôt de réussite, donc bravo pour le pilote Huracan. La Ferrari de l'excellent David Erigon qui était 4e. Alors du côté du Iron Lynx, on a cru vraiment que sur la dernière demi-heure ils allaient nous faire un festival, ils allaient ouvrir le DRS, mettre le boost, écarter les ailes et décoller pour prendre la 2e place. Ils étaient très performants en fin de course, elle fonctionnait très bien sur le sec. On notera dans cet équipage la présence de Callum Ilott, le jeune pilote de la Scuderia Ferrari Academy qui a très bien réussi, et l'ancien pilote de F3, Antonio Focco, qui a fait aussi une belle performance. Derrière, la première Audi WRT est 5e, donc petite contre-performance pour Audi qui est quand même
la GT3 de référence, on peut le dire, ces derniers temps, avec l'équipe belge WRT, notamment avec Nielsen, comme les deux gardes et Alessandro Pierguidi, qui termine 5e d'une course qui a été menée quasiment de bout en bout par le Dynamic Motorsport. Il y a eu très peu d'erreurs. La course a été plutôt propre, peu de safety car aussi. Donc globalement, un peloton très compact, très homogène, avec une quarantaine de GT3. C'est quand même impressionnant pour un championnat comme celui-là, parce que d'habitude on est limité à 30-35. Là, il y avait quand même pas mal de choses qui se sont bien passées pour un futur qui se montre plutôt clair avec l'intégration cette semaine du GT2 pour la première fois avec plusieurs voitures. Il y avait 11 voitures au départ. La nouvelle catégorie GT2 qui est là pour prendre la suite avec Audi, avec Porsche, etc. Donc le GT3 se porte plutôt bien. En tout cas, les campagnes SRO également. On se donne rendez-vous à Manicourt. Ce sera en France les 7, 8 et 9 mai pour vivre la deuxième manche d'un championnat qui s'annonce très intéressant et qui devrait être complet par rapport à ce qui a été annoncé en début de saison par Stéphane Rattel. Voilà pour cette superbe course que je vous invite à revoir gratuitement d'ailleurs sur la chaîne GT World sur YouTube. Voilà mon cher LFB pour le bilan du GT3. Ouais, bah, je vais enchaîner parce que tu as cité le nom d'une équipe qui s'est mise en évidence et on n'en avait pas parlé, mais il y a eu aussi le début de l'European Le Mans Series, Tout à fait. le LMS Barcelone, et donc tu as vu, le team WRT oui. a gagné. Oui, et a même belge. Un peu atomisé la concurrence, il paraît, avec une victoire nette. Et donc son trio, Louis Deletraz, Robert Kubica et Yifei Ye, bien. Mais bon, là, bravo à nos amis belges et bravo au team WRT qui arrive en ELMS et qui gagne. Et je signale au passage que le Panis Racing fait 2, que notre ami Tristan Gomandi, mon consultant F1 sur l'Afterlap, qui donc là a été excusé, il ne pouvait pas regarder Imola, mais il a fait 6. Donc écoute, c'est un début vraiment performant quand même. Donc voilà, c'était aussi les débuts de l'European Le Mans Series. Ah non, mais soit on voyait tout, mais je ne sais pas comment on faisait, soit il fallait un peu se diversifier. Voilà, on est d'accord. Donc c'est dit au passage. Moi, je me suis concentré aussi à distance sur le Supercar. Le Supercar, j'allais le dire, on va faire un peu de tourisme. Pas de news au niveau BTCC, WTCC. Ouais, non, y a pas, mais voilà, enfin WTCR, pardon. Mais toi, tu as des nouvelles au niveau du Supercar, dis-nous. Oui. Là, tu avais donc le meeting de Simon's Plains en Tasmanie qui s'est déroulé globalement sous le soleil, ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude, il y a toujours de la pluie là-bas. Donc, tu sais que Van Gisbergen est arrivé en pleine bourre, malgré son épaule cassée, on va dire ça. Mais donc, il en était à 5 victoires consécutives. Et je te rassure, la première des 3 courses du week-end, il fait pole et il gagne. Bon, donc on en était bien. Les muscles se sont bien remis. Voilà. Ça va. Donc Van Gisbergen, exceptionnel, qui continue sur sa lancée, qui, tu sais, dans l'intervalle a aussi gagné les 6 heures de Bathurst. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Non, il s'est bien remis, hein, franchement. Oui. C'est son année, je crois. Voilà. Il a aussi gagné une course en production. J'avoue que je ne sais pas d'où, mais j'ai lu ça. Donc, bon, bref, il est incroyable. Et donc, tout ça pour dire qu'avec la victoire de Bathurst l'an dernier et les 6 de l'année, ça en faisait donc 7 consécutives. Et donc, on s'est demandé s'il allait accrocher, voire dépasser le record de Craig Lowndes, qui, figure-toi, dans l'histoire du Supercars, est celui qui a gagné 8 fois de suite en 1996. C'est ça qui est fou. À l'époque où Lowndes est un petit jeune qui déboule en Supercars. C'est pour ça que Lowndes est une idole en Australie. Il arrive à 22 ans en Supercars et il gagne les 8 premières courses de l'année. Donc, effectivement, il a eu une entrée dans la discipline absolument mythique, quoi. Alors, tout ça pour dire que Van Gisbergen, hélas, a échoué sur des fans de Van Gisbergen, puisqu'il a été battu dans la deuxième course par Jamie Whincup. Bon, donc là, on voit bien que Papy fait de la résistance. Voilà, c'est ça. Et dans la troisième course, par Chaz Mostert, qui c'est sympa, est venu quand même mettre son grain de sel et qui a gagné, sachant que Cameron Waters avait fait les pôles des 2 dernières courses. Donc là, on a le sentiment que ça s'est un peu rééquilibré entre, tu vois, les pôles de Waters, la victoire de Mostert, Whincup qui capitalise bien et qui gagne le meeting. D'ailleurs, il a marqué plus de points sur l'ensemble du meeting que Van Gisbergen. Ce qui fait que, mine de rien, on se rend compte que Whincup, malgré une seule victoire en 8 courses, là où Van Gisbergen en a gagné 6, n'a que 139 points de retard sur lui au championnat. Alors, ce qui peut paraître énorme si vous suivez les compétitions européennes ou mondiales, mais en Supercar, c'est rien. Hein. On sait que ça peut terminer à plusieurs milliers de points, donc voilà. C'est rien du tout. Non, moi aussi, j'étais persuadé qu'il y avait déjà plus de 200 points d'écart. Non, Whincup capitalise bien et limite bien les dégâts. Et on a le sentiment que, mine de rien, il y a quand même un petit duel interne qui va avoir lieu et qui a déjà commencé. Que même si Van Gisbergen gagnera plus que Whincup, on peut le penser, sur l'ensemble de l'année, la solidité d'un septuple champion comme Whincup fera qu'il sera toujours là et que... Non, ça c'est pas encore fait et la saison ne fait que commencer. Le 4e meeting de l'année aura lieu
le 8 et 9 mai à The Bend, hein, tu sais, ce nouveau Oui. circuit en Australie méridionale. Donc, non, un bon meeting à Simon's Plains, sympa, avec des belles actions, et ce petit circuit qu'on aime bien, tu sais, il y a ce fameux Oui, virage en épingle, en banking, là, qui descend, qui c'est est vraiment très impressionnant. sympa, ouais, vraiment bien. Donc, voilà pour le Supercars, les news de la semaine. Et puis, bah, on a regardé tous les deux pour conclure l'Extreme E Et oui. en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a plusieurs niveaux d'appréciation, si tu veux commencer, puis Ouh. j'enchaînerai. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais vouloir dire? Le concept est génial, clairement. Mhm, Le concept est mhm. moderne. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait les deux pilotes qui tournent, le circuit est défini. C'est vraiment le concept est unique. C'est un peu comme la Formule I à ses débuts. C'est nouveau et c'est intéressant. Par contre, mise en pratique, c'est plus complexe à suivre et plus complexe pour les pilotes parce qu'on a vu que la poussière posait problème. Alors on a vu, alors le pilote, j'ai oublié, c'était le Duc, je pense, Kyle Le Duc. Kyle Tu sais le que Duc. Kyle Le Duc est une légende des Lucas Oil Off-Road Racing Series, le Oui, Lourz, que j'ai commenté pendant des années sur Motors TV, et qui honnêtement est une course géniale, puisque c'est l'équivalent de Supercross en en moto. Tu vois, moto, oui, c'est des pistes en terre avec des bosses où ils décollent de plusieurs mètres. oui, c'est très impressionnant. Ouais, C'est une vraie non, maîtrise, hein. C'est un peu comme du Monster ouais, Truck, mais voilà. ça a ses Et des propres courses techniques. fabuleuses, je te le dis. Oui, Kyle Leduc est multi-champion en truck, enfin une des disciplines du truck, là, le nom oui, m'échappe. Enfin bref, parce que il y a tout et 4, tu vois, les chiffres 2 et 4. Ah, ouais, c'est excuse-moi, selon là, oui, le type de transmission. Je suppose ouais, que c'est ouais. les Mais catégories bon, qui changent. ouais, c'est Mais ça. voilà. Mais Mais bon, là, il Kyle nous a fait un Leduc, petit bizarre. Oui. il a quand même percuté Claudia Urgen, bon, qui n'est pas une débutante, hein, si vous ne connaissez pas Claudia Urgen, des années en DTM et une pilote allemande extrêmement réputée. Mais il y a eu quand même un petit cafouillage quand même sur certaines sections de course où on a eu des drapeaux rouges et des voitures qui ont été détruites parce que bah, les pilotes se voyaient pas et on a eu quand même festival de tonneaux de sortie de piste. Certains sortaient tout seuls comme des grands. Alors après, c'est nouveau à appréhender, c'est du buggy électrique, donc c'est quand même une technique assez nouvelle pour passer la puissance, ne pas se faire meur, etc. Mais c'est vrai que notre ami le Duc, il a quand même tapé 2 fois. Il a fait du carbone ce week-end. Le fait que les voitures partent et que soient alignées sur une plage, ça rappelle un peu le Lacrose, le Dakar. Enfin, vraiment, il y avait de belles images, c'était très bien réalisé. Mais effectivement, en termes de compréhension, c'est un peu comme voilà, je te dis la Formule I au début, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'étais un peu perturbé. Ça fait de très belles images. Le fait que ce sont des équipages mixtes, là aussi, c'était très clair dès le départ. Au niveau des performances, on a quand même eu des pilotes que l'on ne pensait pas aussi bien, notamment dans le Team Extreme. Enfin, il y a eu quand même vraiment des bonnes performances, Sébastien Loeb, etc. Déçu aussi d'autres, Sainz, enfin, vraiment le combo, et Sainz, pardon, le Mhm. combo était assez intéressant et bah, elle a le mérite d'exister cette discipline. Ça apporte quelque chose de nouveau et vu la période qu'on vit, c'est pas forcément le luxe dans tous les coins du sport moteur, en tout cas du sport mécanique, on peut le dire, du sport électrique. Mais moi j'étais plutôt conquis en disant voilà, ils apprennent, c'est leur première fois. En termes de couverture aussi, il y avait pas mal de choses qui étaient disponibles gratuitement sur le net, donc ils sont pas fermés non plus pour faire découvrir la discipline. Voilà, moi je suis plutôt positif. Après, en termes de compétition pure et dure, on était un peu dans le vide, on attendait les points, les secteurs, et c'était assez long, et c'était Ouais. pas forcément très clair dès le départ. Non, moi, écoute, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Le fait qu'il y ait des tonneaux, bah, évidemment, on frémit un peu, mais Ah oui, après tout, ça rythme aussi un petit peu et ça prouve que c'est pas un défi anodin que mhm. d'aller en mode désert, même si la piste c'est pas des spéciales de 300 km, bien au contraire. Mais que Stéphane Sarrazin se mette aussi en tonneau, que Claudia Ergen se mette en tonneau, que Ouais, Kyle Leduc ait des difficultés, bon, bah, ça rajoute, je trouve, ça une montre, dimension oui. quand même ouais, de compétition quand même pointue. Euh, alors, là, le seul truc où j'ai été déçu, c'est effectivement les finales, ou en tout cas oui, les actions en peloton, mais à trois, Mhm. où on se rend compte que la poussière est tellement énorme qu'effectivement, si tu n'arrives pas à prendre tout de suite globalement la première place, t'es foutu, quoi. Mais c'est ce qui est Alors, arrivé je à sais, Le Duc, il a essayé de passer, il voilà, s'est pas passé, il l'a pas voilà. vu. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où le pilote avait viré en tête à la première porte, hein, Voilà, c'est ça, c'était un petit peu joué, effectivement. ouais, c'est ça. Là, c'est vrai qu'il faudra voir les autres terrains. Je pense qu'il n'y aura pas autant de poussière. Là, c'est vrai qu'on est en mode désert, rallye raid, Dakar, tout ça. Là, oui, c'est vrai que c'était un petit peu, il n'y avait plus trop de suspense. Mais pour conclure, alors Christopherson, bravo, hein, il Oui, a été super. Là, quand même, c'est lui qui, je crois, est
c'est vraiment le vainqueur un petit peu Christopherson, individuel. pilote de Volkswagen, Ouais. de WRX, de Rallycross, qui est quand même, lui, un des plus expérimentés en off-road parmi tous les pilotes qui étaient là, avec peut-être Sainz et d'autres. Mais vas-y. Mais quand il pense, entre le casting des pilotes, Loeb, Christopherson, Ekström, bon, c'est quand même Oui, ça, Sainz, voilà, Sarrazin, ouais. je sais plus. Et puis que tu vois qu'à la fin, c'est Rosberg face à Hamilton, arbitré par Chip Ganassi ou C'est drôle. d'autres. Bah oui, c'est drôle et ça le fait bien, Mm. ça le fait quand même, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, la bagarre Rosberg-Hamilton, elle continue. Donc, non, j'ai bien aimé et je suis assez impatient de voir comment ça va évoluer et comment ça va se présenter pour les autres rendez-vous. Eh bien non, mais on va enchaîner parce qu'on avait oublié la Formule I, alors donc à Rome. Oui, on a eu l'e-prix de Rome qui s'est tenu Mm. la semaine dernière, donc pas ce week-end-ci, mais le week-end d'avant, qui est donc la 3 et 4e manche de la saison. C'est un e-prix qui a été rallongé à la base, tu sais, il y avait juste le samedi, on a rajouté le dimanche. Ça a été le cas aussi Ouais. pour l'épreuve de Valence qui a lieu ce week-end. Donc on vous donne rendez-vous aussi pour les amis belges sur la RTBF parce que je commenterai donc les courses 5 et 6. Ce sera de mémoire samedi à 15h et dimanche à 14h, si je dis pas de bêtises. On revient sur des horaires un peu plus européens, donc ce sera le seul circuit non urbain de la saison, à Valence, le circuit Ricardo Tormo. Mais ce qui s'est passé à Rome, c'est qu'on a eu une victoire française, Jean-Éric Vergne, qui a triomphé avec les DS Techeetah, qui se sont bien comportés le samedi, avec un crash monumental pour Stoffel Van Dorn et Nick De Vries. Enfin, Stoffel avait tout pour gagner, encore une fois, il a pris un petit peu les pieds dans le tapis. La sortie s'explique tout bêtement parce qu'il est allé à l'extérieur dans les marbles, c'est qu'il a été piégé par une plaque d'égout qui s'est soulevée, qui a déstabilisé sa voiture et qui l'a emmené en tête à queue. Donc quand la chance s'allie à la position sur la piste, tout ça parce que Lucas Di Grassi sur l'Audi était au ralenti sur la bonne trajectoire, tout le monde a ouvert, Stoffel a perdu la voiture. Bon, au-delà de ça, il s'est rattrapé le lendemain avec une course particulièrement maîtrisée. En tout cas, les 3 boosts, les 3 attaques mode qui étaient contre 2 la veille présents et une stratégie vraiment intéressante ont mené la course. Vraiment, on s'est pas ennuyé, c'était non-stop des dépassements, de la stratégie, des pénalités. Enfin, vraiment, ça a été un des plus beaux week-ends de Formule I depuis longtemps. On a eu aussi un record de pilotes en tête. Il y a eu 7 leaders différents, ce qui n'avait pas été le cas depuis la 2e saison de mémoire. Et voilà, victoire de Stoffel Van Dorn. Jaguar fait carton plein pour l'instant avec Sam Bird qui est en tête du championnat. Donc Sam Bird qui est passé de chez Virgin à Jaguar et qui fait la transition plutôt réussie. Derrière, on a eu des gros crashs et des grosses déceptions pour beaucoup de pilotes. Donc 0 pointé pour Audi qui, avec René Rast et Di Grassi, se met 2 fois dans le mur et abandonne. Difficile aussi pour Mercedes, mais pour l'instant, donc Jaguar mène devant Mercedes. Nick De Vries qui est arrivé en tête du championnat rétrograde au 3e rang. Et Stoffel n'est pas si loin, 4e, mais devant pour l'instant, c'est Sam Bird qui est le patron. On rappelle que Sam Bird, c'est le seul pilote à avoir gagné une course dans chacune des 7 saisons. Hein, donc c'est quand même pas un manche, le garçon. Donc on va voir ce que va donner la course de Valencia. On devrait avoir peut-être un peu plus de possibilités. En tout cas, un spectacle vraiment différent avec une piste non urbaine dans cette manche. Et on a atteint normalement le quota minimum pour avoir un champion du monde, parce que pour la première fois c'est un championnat du monde, la Formule I cette année, qui est de 8 manches, donc on devrait avoir entre 8 et 14 ou 15 manches cette année. Pour l'instant il y en a 10 au calendrier. La prochaine étape c'est Valence et ensuite ce sera Monaco, où ça risque d'être là aussi assez spécial. Pas forcément le circuit le plus intéressant et excitant, mais le cadre est assez voilà, bon. Bien sûr. Bon, bah super. Allez, là, je crois franchement qu'on a fait un beau tour. Et là, si c'est pas un bon panorama, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bah Maxime, allez, je vais te souhaiter une bonne semaine, puisqu'on va se retrouver donc dès la semaine prochaine. Et oui. Compris, pour l'épisode 30 déjà. Mais dis donc, tu te rends compte ça aussi, passe. là, hein, c'est fou. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié nos petites discussions et nos petits débats et débriefs. C'est le but du jeu. N'hésitez pas à commenter tout cela et merci à votre fidélité parce que on a bien une petite communauté qui nous suit et ça fait plaisir. Et ben voilà, allez, rien d'autre à te dire que te souhaiter une bonne semaine, Maxime, et de te retrouver en pleine forme la semaine prochaine. Ça sera déjà pas mal. Hein, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. On espère que ça vous a plu, que vous avez vu un petit panorama de ce qui s'est passé cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec évidemment pas mal de nouveautés. Vous voyez en dessous de nous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter. Si vous voulez soutenir aussi ce projet, réagissez. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez, mais surtout partagez cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Ça peut nous aider à grandir et peut-être à toucher d'autres passionnés de sport moteur. Merci LFB, c'était un plaisir aujourd'hui d'échanger avec toi. On vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous. Allez, salut!